Dans un monde où 1% de la population possède 40% de la richesse de la planète. Dans un monde où 34 000 enfants meurent chaque jour de pauvreté et de maladies évitables. Où 50% de la population du monde vit avec moins de 2 $ par jour. Une chose est claire, quelque chose tourne très mal. Et que nous en sommes conscients ou non, le moteur de toutes nos institutions établies et de la société elle-même est l'argent. Donc, comprendre cette institution de politique monétaire est essentiel pour comprendre pourquoi nos vies sont telles qu'elles sont. Malheureusement, l'économie est souvent perçue avec confusion et ennui. Les flux ininterrompus du jargon financier secondé de mathématiques dissuadent rapidement les gens de tenter de la comprendre. Pourtant, le fait est que la complexité associée au système financier n'est qu'un simple masque conçu pour dissimuler une des structures les plus socialement paralysantes que l'humanité ait jamais subies. Au fil de l'histoire, l'argent a pris bien des formes. Il fallait simplement que l'argent soit portable et qu'un nombre suffisant de gens soient confiants de pouvoir l'échanger contre des choses de valeur bien réelles, comme de la nourriture, des vêtements ou une maison. L'argent a pris la forme de fèves de cacao, de coquillages, de pierres et même de plumes. L'or et l'argent étaient des métaux attrayants, faciles à travailler. Certaines cultures sont devenues expertes dans ce travail. En frappant des pièces de monnaie, unité standard dont le poids et la pureté étaient certifiés, les orfèvres ont facilité le commerce. Bien vite, pour protéger tout son or, l'orfèvre a eu besoin d'une chambre forte. Les villageois sont venus frapper à sa porte. Ils voulaient louer un peu de place dans cette chambre forte pour garder leur or et leurs objets de valeur bien en sécurité. L'orfèvre a fini par louer tout son espace dans sa chambre forte. La location lui a rapporté un petit bénéfice. Les années sont passées et notre orfèvre a constaté une chose fort importante. Les déposants venaient rarement chercher leurs pièces d'or et ils ne venaient jamais tous en même temps. Il faut dire que les reçus faits par l'orfèvre étaient utilisés sur le marché comme s'ils étaient véritablement l'or qu'ils représentaient. Cet argent papier était plus pratique que les lourdes pièces et les montants pouvaient tout simplement être écrits au lieu d'être comptés laborieusement. Entre-temps, l'orfèvre a commencé une autre affaire. Il s'est mis à prêter son or en demandant des intérêts. Comme les reçus devenaient de plus en plus acceptés à titre de paiement, les emprunteurs ont demandé leur emprunt sous cette forme. Et comme l'industrie prenait de l'expansion, de plus en plus de gens ont demandé des prêts à l'orfèvre. Alors, l'orfèvre a eu une idée plus géniale encore. Il savait que ces déposants venaient rarement chercher leurs pièces d'or. Il a donc pensé qu'il pouvait faire des prêts couverts par l'or de ces déposants. Aussi longtemps que les emprunts seraient remboursés, les déposants n'en sauraient rien. Il y a quelques années, la Banque centrale des États-Unis, la Réserve fédérale, a produit un document intitulé Modern Money Mechanics. Cette publication a détaillé la pratique institutionnalisée de création d'argent utilisée par la Réserve fédérale et le tissu de banque commerciale mondiale qu'elle supporte. Sur la page de garde, le document déclare son objectif. Le but de ce livret est de décrire le processus fondamental de création d'argent dans un système bancaire de réserve fractionnaire. Il procède alors à la description de ce processus de réserve fractionnaire par l'intermédiaire de différentes terminologies bancaires. Une traduction qui donne quelque chose comme suit. Le gouvernement des États-Unis décide qu'il a besoin d'argent, donc il appelle la Réserve fédérale et demande, disons, 10 milliards de dollars. La Fed répond, certainement, nous vous achetons pour 10 milliards de dollars en obligations d'État. Donc, le gouvernement prend quelques morceaux de papier, il y dessine quelques motifs officiels et les appelle bons du trésor. Il les évalue à 10 milliards de dollars et les envoie à la Fed.
Olivier, bonjour. Bonjour Vincent. Quand on s'était vu en mars, au moment où le marché capitulait, vous recommandiez de pas trop jouer les rebonds si on était un investisseur de long terme. Bon, si on était un trader, on pouvait y aller. Quand on mesure aujourd'hui la performance, notamment celle du Nasdaq, qui s'adjuge depuis le début de l'année plus de 30%, ou bien encore celle du S&P 500, qui a rebondi de plus de 30% lui aussi en 3 mois, et le CAC 40 qui a repris 37% à l'heure où nous enregistrons par rapport à son plus bas de mars, est-ce que vous n'avez pas des regrets? Aucun. Aucun, parce que le rebond s'est fait sur un nombre très petit, très concentré de valeurs, dont des escroqueries sans nom du genre Tesla par exemple, qui a touché plus de 2000 dollars simplement parce que à un moment où il voyait son titre baisser, Elon Musk, qui est quand même le meilleur VRP pour une valeur qu'on puisse imaginer, a sorti d'ailleurs à la suite d'autres valeurs technologiques américaines le coup du split. Alors j'aimerais bien que quelqu'un un jour m'explique comment un split peut faire grimper la valeur de 20 ou de 30%. C'est juste ridicule. Est-ce que vous comprenez bien que le split ne joue pas sur la valeur de l'action? Non, on est là rentré dans une espèce d'hystérie sur les indices, menée, je vous dis, par très très peu de valeurs, quelques les GAFA en gros, pour ne pas les nommer, et qui sont une aberration totale. C'est-à-dire, on est sur des niveaux qui correspondent plus à rien. Alors, on peut donner quelques chiffres tout de même. Par exemple, la capitalisation boursière de Tesla est identique à celle du MSCI World Auto, hors Tesla et Toyota. Donc, ça veut dire que c'est assez considérable. On est dans du grotesque. Et la capitalisation d'Apple était équivalente mardi soir à celle de toutes les sociétés du Russell 2000. Les crypto-monnaies sont des monnaies sous forme numérique. Rappelez-vous qu'un des plus gros problèmes que peut rencontrer une monnaie est le problème de la contrefaçon. Or, lorsque l'on parle de numérique, on sait à quel point il est simple de dupliquer quelque chose. Vous pouvez dupliquer des films ou des musiques à l'infini, et cette simplicité peut rendre la création d'une monnaie numérique compliquée. Mais, grâce à la technologie de la blockchain, les crypto-monnaies ont réussi à être très difficilement duplicables. C'est un peu l'équivalent de l'or sous forme numérique, d'où le nom Digital Gold. D'autant plus que leurs réserves sont limitées, comme le Bitcoin et ses 21 millions d'unités maximum. La seule façon d'obtenir du Bitcoin est soit de le miner, soit de l'obtenir de quelqu'un d'autre qui l'a miné. Le fait qu'il soit décentralisé empêche quiconque d'en créer plus ou de le censurer. Au début des années 90, un groupe de personnes créa une liste de diffusion dans laquelle se trouvaient des adresses mail appartenant à plusieurs personnes qui partageaient une certaine vision, aujourd'hui connue sous le nom de Cypherpunk Movement. Ils se rencontraient et discutaient de sujets tels que la cryptographie, l'informatique, la politique et la philosophie. L'une des principales idées est que la société se porterait mieux sans gouvernement ou sans une puissance centralisée. Pour eux, l'anonymat, le respect de la vie privée étaient très importants. L'idée d'une monnaie numérique n'est pas nouvelle. Bien avant le Bitcoin, il y a eu plusieurs essais, mais qui n'ont pas connu le même succès, et très peu de gens les connaissent. Les deux monnaies les plus notables sont certainement le B-Money de Wei Dai en 1998 et le BitGold de Nick Szabo la même année. Je vous invite à vous renseigner sur ces deux personnes et leur travail. Beaucoup de personnes du milieu des crypto-monnaies pensent que Satoshi Nakamoto était l'un d'entre eux. Avançons un peu dans le temps, jusqu'au 31 octobre 2008. Satoshi Nakamoto publie le white paper le plus connu du monde des crypto-monnaies, Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Dedans, il y explique le fonctionnement de la blockchain et du Bitcoin. Le 3 janvier 2009, Satoshi Nakamoto mine le premier bloc, aussi connu sous le nom de Genesis Block. On est maintenant en 2011. De nouvelles crypto-monnaies font leur apparition, telles que le Litecoin, le Namecoin, le Peercoin ou le Novacoin. Ces noms ne vous disent peut-être rien, mais sachez qu'un très grand nombre de crypto-monnaies actuellement dans le top 100 de CoinMarketCap sont des forks de ces monnaies-là. Le code source de ces crypto-monnaies a été repris et utilisé pour un grand nombre de projets récemment arrivés sur le marché. Ce n'est qu'en 2015 qu'arriva le mondialement connu Ethereum, qui avec lui apporta les smart contracts, les tokens ERC20 et les ICO. Mais la plus grosse quantité d'argent en circulation n'est pas fabriquée par la monnaie.
Tous les jours, des montants colossaux d'argent sont créés par des entreprises privées, par les banques. On croit souvent que les banques prêtent l'argent que les déposants leur ont confié. Mais pas du tout. En fait, les banques créent l'argent qu'elles prêtent, pas à partir de leurs bénéfices, ni à partir de l'argent déposé, mais directement à partir des promesses de remboursement faites par les emprunteurs. La signature d'un emprunteur l'engage à payer le montant de son emprunt plus des intérêts. Sinon, il perd la maison, la voiture ou tout autre bien qu'il a acheté. C'est une très lourde obligation pour l'emprunteur. En contrepartie, que fait la banque? Elle crée le prêt par un tour de passe-passe. Elle l'inscrit au compte de l'emprunteur. Ça vous semble un peu exagéré? Impossible, direz-vous? Au moment où je vous parle, la Banque centrale européenne prête aux banques privées, donc à BNP Paribas, à la Société Générale, à Santander, à Deutsche Bank, à du moins 75%, 0,75%. Donc à un taux d'intérêt négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Banque centrale européenne rémunère les banques privées qui lui empruntent de l'argent. On ne paye pas pour emprunter, on est payé pour emprunter de l'argent. C'est le monde à l'envers par rapport à notre jeunesse. On était content quand on avait un petit taux d'intérêt et maintenant c'est le monde à l'envers. C'est un signe que l'économie va très mal? Alors c'est un signe de quoi? C'est un signe que on est dans une situation complètement artificielle. C'est-à-dire qu'il y a de telles quantités de liquidités à disposition des banques que celles-ci utilisent ces liquidités dans leur intérêt direct, et ça consiste notamment en quoi? Ça consiste à racheter leurs propres actions en bourse pour des centaines de milliards de dollars ou d'euros. Donc les banques ont racheté, je parle de ce qui se passe justement depuis 3 ou 4 ans, ça a commencé au lendemain de la crise de 2008, mais ça s'est accéléré fortement dans les 4 dernières années. Les grandes banques ont racheté leurs propres actions à leurs grands actionnaires. Et qu'est-ce que ça a comme effet? Et ça a comme effet de manière tout à fait artificielle, faire monter les actions des banques dans les bourses. Et donc, si j'ai pu écrire début 2019 que tous les éléments étaient réunis par rapport à une nouvelle crise financière, c'est parce que il y avait une déconnexion totale entre ce qui se passe dans les bourses, ce qui se passait dans les bourses, donc les bourses de valeur, c'est-à-dire Wall Street, c'est-à-dire le Belvin à Bruxelles, le CAC 40 à Paris, le DAX 20 à Francfort, le FTSE 100 à Londres. Tout ça, c'est les grandes bourses avec les principales valeurs qui sont cotées dans ces grandes bourses. Eh bien, ces grandes bourses, la valeur des actions a augmenté de 30% en 3 ans. Alors que l'économie, elle, en 2017-2018, a cru dans ces grandes économies du Nord de 2 à 3%. Donc, on avait une déconnexion entre la bourse et la production réelle. Alors, quand on a une amende, on peut aller régler avec des sous-sous et avec des bifetons, hein, enfin, aux impôts. Aujourd'hui, on peut aller avec les sous-sous, mais peut-être qu'un jour, les espèces figureront parmi les espèces en voie de disparition. Elles le sont déjà à cause du paiement en sans contact, qui a été relevé récemment de 30 à 50 euros, alors que les Français se sont méfiés longtemps du sans contact. Mais oui, ils ont pu avoir raison, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'impression de payer, on ne sait pas, etc. Mais avec la crise du coronavirus, eh bien, cet usage s'est propagé et est devenu donc un geste barrière. D'ailleurs, il y a même beaucoup de magasins qui refusent tout simplement maintenant
le on droit. paye en cash, ils n'ont pas le droit, mais ça existe quand même toujours aujourd'hui. Puis il y a même certains billets de dollars qui venus d'Asie qui ont subi une quarantaine de la part de la Réserve fédérale américaine de peur de la contagion. Et tout ce moment-là, eh bien, représente une aubaine pour ces gouvernements qui nous disent depuis longtemps ne touchez pas au Grisby tant le cash irrigue une économie souterraine loin du fisc et de la loi. Alors voilà comment d'ailleurs la coupure de 500 € a disparu quasiment, à l'exception de l'Autriche et de l'Allemagne. Toutes les banques européennes ont cessé de les mettre. Alors c'est vrai qu'on n'avait pas toujours tout de suite pas l'habitude souvent. de Bah voir non, cette bah non. petite coupure violette au milieu de nos portefeuilles. Mais attention, cette disparition du cash est aussi une atteinte à nos libertés, parce que vous imaginez maintenant le moindre centime sera tracé, on sera épié. C'est donc notre vie privée qui en pâtit, même si évidemment autour de cette table nous n'avons rien à cacher. Alors pour remplacer le cash, il y a le téléphone portable bien sûr qui existe déjà dans de nombreux pays, la reconnaissance faciale, et oui ça existe en Chine. Mais c'est-à-dire vous rentrez dans un magasin et vous payez tout simplement parce qu'une caméra vous a identifié, elle est directement connectée à votre portefeuille numérique et vous avez juste à rentrer et à sortir et vous payez aussi simplement. Mais l'avenir, Elisabeth, pourrait s'écrire au creux de notre paume, car Amazon, qui développe aussi des magasins physiques, ça s'appelle Amazon Go, il y en a plusieurs aux États-Unis, est en train de réfléchir à un système de reconnaissance de la main, c'est-à-dire qu'on analyserait bien, les plis et les traits de notre main pour payer, comme quoi dans le futur, même sans cash, on pourra toujours payer de la main à la main. Le montant d'argent dû aux banques excédera toujours le montant d'argent disponible en circulation. C'est pourquoi l'inflation est constante dans l'économie, car de l'argent frais est toujours nécessaire pour aider à couvrir le déficit perpétuel intégré au système causé par le besoin de payer les intérêts. Ce qui signifie aussi que mathématiquement, les défaillances et la banqueroute sont littéralement incorporées au système et qu'il y aura toujours des laissés pour compte de la société qui n'auront que des miettes. Aujourd'hui, BlackRock, ça représente à peu près 4% du CAC 40. C'est-à-dire, si tu prends les 40 sociétés françaises, le côté en bourse, tu as 4% qui appartiennent à BlackRock. Total, Sanofi. À un moment donné, je sais pas par quel bout je peux le prendre, mais j'aime bien raconter cette anecdote qui te dit l'importance de BlackRock. Avant que tu commences à faire l'anecdote, je me fais l'avocat du diable. Notre président charismatique invite un des leaders de fonds d'investissement pour prendre conseil. C'est bien, mais il a des résultats, ce gars-là, et il va peut-être aider la France. Je pense pas qu'il va aider la France. Je pense qu'il va couler la France. Et je pense qu'il est en train de le faire. Et d'ailleurs, je dédie mon livre aux militants d'Extinction Rébellion qui ont tagué le siège de BlackRock à Paris, parce que c'est un réel danger, BlackRock. Tu cautionnes ça ? Complètement. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, tout ça se passe. C'est-à-dire que le grand public n'a pas conscience des dégâts que provoque BlackRock. C'est une raison pour aller. Mais parce qu'il n'y a pas d'autres moyens. En plus, ils n'ont pas été très violents. C'est une raison pour aller faire une kermesse dans les locaux de BlackRock, pour aller emmerder. Ça permet de parler de BlackRock, de poser. À un moment, t'as plus d'autres moyens puisque les grands médias en parlent pas.
Pourquoi je fais le livre? C'est pour ça aussi, c'est parce que c'est sous les radars, Larry Fink et BlackRock. Chaque fois que tu lis un papier sur Larry Fink, c'est toujours les mêmes conneries, quoi. C'est-à-dire, le type, il va au boulot à 6 heures, il se couche à 18 heures, sa femme lui fait des pancakes, c'est le bon père de famille, etc. Puis quand tu grattes un peu, tu vois que c'est pas du tout ça. C'est le plus gros tueur que Wall Street, et tueur entre guillemets, hein, et jamais pu produire, quoi. Et c'est aussi l'homme le plus puissant de Wall Street aujourd'hui. Pendant des années, en secret, l'orfèvre a tiré de bons revenus des intérêts sur les dépôts de ses clients. Maintenant gros prêteur, il devenait sans cesse plus riche et il commençait à étaler ses richesses. Les gens l'ont alors soupçonné de dépenser l'argent de ses déposants. Ensemble, ils l'ont menacé de retirer tout leur or si l'orfèvre ne s'expliquait pas sur sa richesse si soudaine. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la situation n'a pas tourné au désastre pour l'orfèvre. Malgré sa duplicité, il a pu montrer que les déposants n'avaient rien perdu. L'or était toujours en sécurité dans la chambre forte. Au lieu de reprendre leur or, les déposants ont demandé à l'orfèvre, devenu leur banquier, de leur verser une partie des intérêts. C'est ainsi que les banques sont nées. Le banquier payait un taux d'intérêt bas sur les dépôts et il faisait payer un dépôt d'intérêt plus élevé sur les prêts. La différence couvrait les frais de fonctionnement et ses bénéfices. La logique du système était simple comme bonjour et semblait être un moyen raisonnable de satisfaire la demande de crédit. Mais les banques ne fonctionnent plus du tout comme ça. L'orfèvre banquier n'était pas du tout satisfait du revenu qui restait après le partage des bénéfices avec ses déposants. La demande de crédit augmentait rapidement, mais ses prêts restaient limités par le montant d'or dans la chambre forte. Alors, une idée plus géniale encore lui est venue à l'esprit. Puisqu'il était le seul à savoir combien d'or il y avait dans la chambre forte, il pourrait prêter des chèques garantis par de l'or qui n'existait même pas. Aussi longtemps que les déposants ne viendraient pas tous en même temps réclamer leur or, personne ne le saurait.